Donc on va être deux à présenter aujourd'hui la question de la diffusion des connaissances hors les murs, le volet exposition en particulier. Voilà, on est dans un contexte un petit peu particulier de transition, c'est-à-dire qu'en fait la circulation des expositions au MNHN a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années. Moi j'ai repris cette fonction-là il y a 4 ans, après avoir travaillé pendant plusieurs années comme scénographe auprès de Sacha Mitrofanov au service des expositions du Jardin des Plantes. Et actuellement, je viens de passer chef de projet exposition au Musée de l'Homme. Voilà, donc du coup, on va vous présenter un petit peu un bilan de ce qui a été fait avant mon arrivée, très succinctement. Et ensuite, la phase de transition en fait, qu'on a connue ces 4 dernières années et également ce qui est en projet pour un futur très proche, à la fois au Jardin des Plantes, et on va vous évoquer aussi très brièvement ce qui est en train de se constituer au Musée de l'Homme depuis sa réouverture. Du coup, ma collègue Teresa va commencer la présentation en vous introduisant un petit peu les notions un petit peu clés, le contexte, sachant qu'elle reprend partiellement cette question des expositions itinérantes, et que suivant la politique de l'établissement, les objectifs qu'on se sera fixés, également la stratégie de diffusion auprès des publics, il se peut que cette discipline, ou du moins ce domaine, soit amené à évoluer suivant les moyens que l'établissement souhaitera lui donner. Voilà, et puis je vous présente brièvement également dans la salle Elsa Guéry, qui entre autres attributions, s'occupe également de cette question-là au Musée de l'Homme. Et donc, on vous évoquera à la toute fin brièvement la manière dont le Musée de l'Homme aborde cette question. Et je passe la parole à Teresa. Merci Kinga. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par vous présenter, faire une petite définition des expositions itinérantes. Alors, une circulation d'exposition. Voilà, l'exposition, il faut bien se rappeler que c'est une multitude de supports, c'est-à-dire des contenus muséographiques, des décors, des supports graphiques qui peuvent être des bâches, des matériaux plus solides et durs comme du forex ou du débon, des mobiliers dans lesquels des écrans, des dispositifs spéciaux vont être intégrés, des multimédias et des audiovisuels qui peuvent voyager de façon un petit peu dématérialisée avec juste un lecteur et une carte vidéo, ou bien carrément avec un écran ou une toile de projection, des objets bien sûr, et y compris des objets de collection. Ces expositions itinérantes, elles vont dans des institutions, des structures au niveau local. Donc, comme exemple, donc le parc régional et non national du Vexin qui accueillera à partir de janvier prochain l'exposition Nuit. Les expositions itinérantes du Muséum se diffusent aussi au niveau national, comme par exemple à l'Espace des Sciences de Rennes, et au niveau international, où l'exposition s'est passée, a été accueillie en Tunisie par exemple. Mais les expositions itinérantes, c'est aussi un champ référentiel complexe qui est sans référentiel. En fait, c'est une discipline, un champ d'action plutôt, qui se situe au carrefour de plusieurs champs de compétences. Donc à la fois la conception d'exposition, leur mise en espace, puisqu'évidemment à chaque lieu d'accueil, on a un espace différent qui a ses spécificités, que ce soit un monument historique ou un petit espace qui n'est pas forcément conçu pour accueillir des expositions. Et autre champ de compétences qui est à la croisée de ce champ des expositions itinérantes, c'est le marketing, puisque pour qu'une exposition soit connue, il faut d'abord la faire connaître et donc la vendre. Et la spécificité de l'itinérance des expositions, c'est aussi de mêler des contraintes techniques et logistiques liées bien sûr au caractère mobile de l'exposition, ce qui peut engendrer beaucoup de questions et surtout de nombreux mois de préparation. Enfin, les expositions itinérantes, c'est un domaine d'activité du muséum qui peut être assez mal connu. Voilà, donc un petit manque de visibilité en interne et surtout, ça s'est accentué par le fait que c'est une activité qui n'est pas si répandue que ça en France, notamment par rapport à l'Amérique du Nord où les expositions itinérantes sont beaucoup plus communes et réputées, enfin connues. Autre petite lacune au muséum, c'est-à-dire que c'est une seule personne qui est en charge des itinérances, donc comme on l'a dit, une seule personne en charge de l'adaptation muséographique, de l'acheminement, de la logistique, du côté juridique de l'établissement de la convention, juridique et financier d'ailleurs, et de la gestion logistique du transport, des assurances et de la promotion. Et donc tout ça, ça fait beaucoup sur les épaules d'une seule personne. C'est pour ça que dans l'idéal, il faudrait avoir 2 pôles
pour promouvoir l'itinérance des expositions du muséum, un pôle conception-production de l'exposition et un pôle vraiment marketing, développement du marché. Alors pourquoi faire des expositions itinérantes? Tout d'abord, les expositions du muséum connaissent quand même un certain succès au niveau national, elles sont plutôt bien connues. Elles le sont beaucoup moins à l'international. Pourquoi les faire itinérer? Tout simplement, énormément de structures n'ont pas de ressources en interne pour produire des expositions, puisque ça demande un commissariat scientifique, des compétences en muséographie, une équipe technique pour l'installation et la maintenance du matériel. Donc on a notamment pas mal de demandes de collectivités territoriales, et puis on a aussi nos équivalents en région, dont Pierre vous parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des muséums et des centres de sciences qui cherchent à se renouveler, et voilà, qui viennent aussi demander d'autres façons d'exposer les choses, et inversement, nous aussi on est en demande et nous accueillons des expositions itinérantes, comme par exemple l'exposition Ours qui a ouvert il y a peu, dont Didier ici présent était chef de projet sur cette adaptation d'une exposition du Muséum de Toulouse. Donc une demande des collectivités territoriales, des muséums, des centres de sciences, d'instituts français également à l'étranger, et plus rarement de centres commerciaux ou d'aéroports, voilà, des structures qu'on n'attendrait pas forcément. Donc sur le PowerPoint, vous voyez que ce sont des structures qui peuvent être par ailleurs clientes d'Univers Sciences ou de la Cité d'Espace de Toulouse, qui sont deux des structures au niveau français qui sont particulièrement actives dans la diffusion de leurs expositions. Alors, que proposer à l'itinérance? La baisse des subventions qui est observée dans tous les domaines accroît la demande en fait, pour des expositions avec un tarif de location qui est compris entre 5 et 10 000 euros TTC par mois, et surtout une surface moyenne de 200 mètres carrés qui correspond à la majorité, on va dire, des capacités d'accueil des structures en demande, sachant qu'au tarif de location que nous demandons, il faut ajouter l'assurance, le transport, et parfois le montage, puisque les structures d'accueil n'ont pas forcément les compétences en interne pour assurer cette mise en place technique de l'exposition. Et pourquoi faire itinérer les expositions? C'est aussi un objectif de rayonnement du muséum, bien sûr. C'est-à-dire diffuser non seulement les connaissances des scientifiques du muséum, puisque ce sont eux qui font partie des commissariats scientifiques des expositions, et aussi diffuser le savoir-faire muséographique du muséum, puisque nous sommes une des rares structures à avoir un service des expositions pleinement dédié à cette activité. Autre objectif, mais tout aussi important, des objectifs financiers et des objectifs, bien sûr, d'entretien du réseau avec nos homologues au niveau national. Je vais laisser la parole à Kinga pour présenter les différentes catégories. Voilà, donc effectivement, on va évoquer maintenant la question des typologies. On va essayer de vous le faire brièvement. Voilà, donc dans un premier cas, les expositions qu'on a appelées tout-terrain, ce qui signifie qu'en fait ce sont des expositions qui ont déjà été présentées dans le lieu producteur et qui ensuite sont vouées à itinérer, mais dont la forme est exactement la même, c'est-à-dire qu'elles ont été conçues dès les débuts pour être itinérantes. Et c'est le cas notamment des expositions du Muséum de New York. Si vous vous en souvenez, il y avait une exposition il y a quelques années présentée chez nous, Dino la vie en grand. Voilà, et c'était un accueil que nous avions réalisé, effectivement, d'une exposition new-yorkaise. Vous avez également le cas de modules itinérants, où en fait, au sein d'une exposition présentée comme celles qui sont présentées à la Cité de l'Espace à Toulouse, on ne prend qu'une partie de l'exposition et cette partie-là est exclusivement conçue à l'itinérance et pareil, elle ne subit pas de réadaptation, elle est prise telle qu'elle, mais pour le coup ce n'est pas l'ensemble de l'exposition initialement conçue qui voyage. Vous avez également des expositions dites adaptées, donc c'est la pratique du Muséum d'histoire naturelle notamment. C'est-à-dire qu'en fait, nous partons d'une exposition qui est à peu près entre 900 et 1100 mètres carrés chez nous, présentée à la Grande Galerie, et cette exposition subit une adaptation qui permet de la réduire à 500 mètres carrés environ, et ça c'était une pratique que jusqu'à l'année à peu près les années 2013-2014, nous faisions de façon presque systématique, mais j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Et la dernière catégorie, ce sont des expositions dites reconfigurées ou refigurées, mais c'est un néologisme qui n'est pas très heureux, du coup je préfère utiliser le mot reconfiguration, qui sont notamment celles du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, qui est à géométrie variable, c'est-à-dire que parfois il propose des corpus matériels avec beaucoup de contenu immatériel et c'est à charge du preneur de reconcevoir toute ou partie de la scénographie.
voire même de proposer des extensions locales. Si vous vous souvenez, l'exposition Mouche que nous avions accueillie du Muséum de Neuchâtel rentrait dans ce cas de figure-là. Et l'expo Parce que nous aurions rêvé d'accueillir également, mais qui pour le coup a été accueillie au Muséum de Nantes il y a quelques temps. Donc, pour refaire le point un petit peu sur les pratiques jusqu'à 2013-2014 à peu près, au Jardin des Plantes, donc comme je vous disais tout à l'heure, les expositions adaptées, là nous en avons un exemple avec l'exposition Cétacés, qui a été adaptée dans une version 500 mètres carrés, et là je vais vous montrer un petit peu quelques cas de figure en fait pour illustrer la question d'adaptation. Là notamment vous avez la présentation d'une baleine, donc d'une tête de baleine échelle 1 qui pour le coup à chaque fois en fait je vous montre la version parisienne à gauche et la version en itinérance à droite et vous constatez que dans ce cas précis le support de médiation qui est la sculpture est exactement identique dans les deux cas. Mais parfois, on ne peut pas proposer des supports à l'identique. Vous avez la partie sur les mythes et le marin fantôme qui a été, oui c'est mieux, qui a été donc conçu à Paris avec un décor vraiment très immersif, avec des projections. Voilà, et qui bien évidemment ne pouvait pas voyager en l'état parce que c'était une dimension très importante et parce que les structures en fait, qui recevaient ce décor n'étaient pas démontables et ne pouvaient pas voyager. Et du coup, ça a été reconçu dans un décor beaucoup plus modeste, mais pour le coup beaucoup plus approprié à l'itinérance. Alors certains pourraient considérer qu'on perd en immersivité. Voilà. Après, c'est aussi une question de mise en place, une question d'éclairage qui permet quand même de recréer une ambiance, même si ce n'est pas à l'identique. Là, vous avez un autre exemple à la fois de dispositifs, décors, où vous voyez qu'en fait le mobilier qui a été conçu, il a été pensé directement pour être itinérant, donc en fait lui il est repris à l'identique dans la version itinérante. Par contre, la différence se fait au niveau des objets présentés, c'est-à-dire que tout ce qui était acheté spécifiquement pour l'expo est demeuré dans la version itinérante, mais tout ce qui était de l'ordre de collection privée au public, par contre, n'a pas voyagé pour faciliter l'itinérance et faciliter l'exportation, qui a quand même été compliqué, car même parmi les facsimilés et les objets présentés qui avaient été achetés spécifiquement pour l'exposition, il y avait des parties qui étaient conçues notamment à partir de fanons de baleines, et les baleines étant des espèces protégées, quand l'expo a voyagé en Australie, ça nous a posé énormément de difficultés, et en fait, ces facsimilés et ces objets qui n'étaient pas des collections ont failli être détruits en douane, et ils ont été sauvés in extremis. Et là, vous avez un dernier cas de figure pour l'exposition Cétacés, où vous avez un dispositif interactif, enfin un dispositif numérique, qui lui, pour le coup, a voyagé tel quel, parce qu'il était pensé comme modulaire et dédié à l'itinérance. Par contre, son décor, le décor qui l'environne, lui, a été adapté. Donc vous voyez avec une échelle moindre et vraiment avec des panneaux support de graphisme, où on perd un petit peu en ambiance, mais en tout cas, le dispositif demeure tel quel. Donc en 2014, on s'est aperçu qu'en fait la demande avait beaucoup évolué, notamment à cause de l'érosion des subventions. Et du coup, il a fallu se poser la question des publics, de la cible, et du coup, un peu se poser la question du récepteur et pas que du producteur. Et en l'occurrence, on a dégagé donc effectivement ce que Teresa vous évoquait déjà, c'est-à-dire une demande véritablement importante pour des espaces de 200 mètres carrés. Et donc du coup, on a réfléchi pour voir comment on pouvait s'adapter à ces nouvelles contraintes. Donc à la fois en essayant de proposer un volume restreint, de manière à ce que le transport ne soit pas très onéreux, également en essayant d'éviter de proposer nos collections, mais en proposant des facsimilés, ou bien en proposant vraiment aux structures d'accueil de s'associer en fait partiellement à la conception et de présenter et de valoriser les collections qu'ils ont dans leur réserve. Et également, nous avons aussi essayé de proposer des naturalisations spécifiquement conçues pour l'exposition et non pas issues de nos collections. Et également proposer à ces mêmes structures d'accueil, si elles le souhaitaient, la possibilité de faire des extensions locales de manière à s'approprier vraiment le propos et de partir en fait du concept initial qui avait été une exposition clé en main à quelque chose de beaucoup plus collaboratif et beaucoup plus dans l'air du temps et surtout répondant à une vraie demande de co-conception, de collaboration et de partage des connaissances.
Donc évidemment, c'est ce que je viens de vous dire, donc c'est dans le deuxième paragraphe, cette question effectivement de co-conception partielle. Donc je ne vais pas y revenir, mais tout à l'heure je vais vous montrer des exemples imagés. Et par ailleurs, parmi nos préoccupations, il y a la question de l'ergonomie, puisque bien évidemment la mobilité implique de faciliter la vie des structures d'accueil et également de leurs équipes techniques pour pouvoir prendre en main l'exposition facilement et à moindre frais. Et par ailleurs, la question du développement durable, qui bien évidemment doit être une question majeure dans notre établissement, et c'est une question dont nous nous sommes saisis, donc je fais juste une petite aparté, parce qu'on a créé un petit collectif il y a quelques mois, nous sommes 4 actuellement, pour se poser la question du développement durable dans les expositions temporaires chez nous. Et nous y travaillons, nous avons recruté un apprenti pour 1 an, et l'idée en fait c'est de véritablement pouvoir intégrer un processus d'éco-conception et d'éco-innovation dans notre démarche de conception d'exposition, de ne pas s'intéresser qu'à l'après, c'est-à-dire à la question des déchets, mais de se dire comment est-ce qu'on pouvait vraiment rationaliser nos pratiques et également développer des achats responsables. Voilà, mais je pense que ça c'est un sujet particulier, peut-être que nous aurons l'occasion de vous présenter dans une prochaine journée des enseignants-chercheurs. Voilà, donc pour illustrer mon propos, quelques exemples. Alors j'ai pris l'exemple de l'exposition nuit qui a été adaptée à 200 mètres carrés. Et qui a été adapté et proposé au Muséum de Clermont-Ferrand. Ça c'est un petit clin d'œil à mon camarade Pierre Pénicaud, ça lui fera plaisir. Voilà, donc là vous avez à gauche la présentation de spécimens dans l'exposition parisienne, et vous avez à droite 2 possibilités. En haut vous avez la proposition du Muséum de Clermont-Ferrand, en fait qui a repris notre décor mais qui a présenté ses propres collections. Et en bas, vous avez une proposition qui est offerte à des structures qui ne possèdent pas de collection. L'idée, c'est de ne pas rayonner uniquement que dans les muséums. Et les structures sans collection, je pense notamment aux parcs régionaux, à des plus petites structures d'accueil, elles ont eu à disposition, malheureusement, j'ai de mauvaises photos, donc vous ne verrez pas en détail, mais en tout cas des sculptures que nous avons fait réaliser spécifiquement et qui du coup prenaient la place de spécimens, et également des photos grand format pour pouvoir... Voilà, contextualiser un petit peu. Là, vous avez un autre type d'adaptation, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des spécimens avec des jeux, et cet ensemble muséographique en itinérance peut devenir également des bâches, donc des kakémonos suspendus qui sont facilement itinérables, avec des dispositifs qui pour le coup sont facilement utilisables. Là pour le coup c'est un clapet, donc c'est mécanique, mais quand ce sont des dispositifs électromécaniques, l'idée c'est que ce soit plug and play, vous le branchez et ça marche, a priori. Et l'autre question également est celle de la réappropriation, comme je vous disais, dans une démarche un petit peu de partage et de co-conception. Là, vous avez à votre gauche l'espace qui était consacré au sommeil de l'homme, qui était proposé dans l'exposition parisienne. Et donc, nous avons donné un support, enfin, des supports de médiation sous forme de bâches avec du graphisme à la structure d'accueil. Et eux, à Clermont-Ferrand, l'ont réinterprété en proposant, voilà, en contextualisant et en proposant carrément du mobilier. Et on a été très contents en fait de cette traduction en fait que le Muséum de Clermont-Ferrand a pu faire, avec finalement peu de moyens et avec beaucoup d'imagination, tout en respectant vraiment une identité graphique et une atmosphère. Donc voilà, c'était une collaboration qui a été très fructueuse et très agréable. Alors, pour ce qui est de l'avenir, bon, on n'a pas tout à fait renoncé à l'idée de faire itinérer, ou du moins à proposer nos expositions en grand format avec leur contenu, mais il y a quand même un problème de moyens, il y a un problème aussi basiquement de bilan carbone, parce que si nous voulons être vertueux en matière d'exposition itinérante, l'idée c'est de faire itinérer le moins de matériel possible, et en plus, de même, en essayant de coller à l'heure du temps, c'est d'essayer de dématérialiser le plus possible nos contenus. Alors, au jardin, on a élaboré un principe qui est un petit peu encore à mi-chemin entre une exposition clé en main et une exposition totalement dématérialisée, c'est-à-dire, l'idée c'est de prendre un contenu matériel, enfin, un contenu immatériel qu'on pourrait diffuser sous forme de fichiers, des supports limités, c'est-à-dire qu'on considère que ce qui a mis beaucoup de temps à être produit, je pense notamment à tous les dispositifs mécaniques, l'idée bien évidemment ce n'est pas du tout de les reproduire chez la structure d'accueil, donc voilà, de faire voyager un corpus très limité de mobilier, et puis de proposer des prestations muséographiques et scénographiques, donc moi étant scénographe initialement de formation, d'accompagner les structures voilà, dans la reconfiguration de notre propos et dans la mise en espace.
Alors, donc là, je vous ai fait un petit peu la liste des besoins préalables. Alors, je ne vais pas tous vous les relister à l'oral, mais en tout cas, vous avez une idée, on va dire, générale de ce qui est requis pour passer à ce mode de conception. Bon, déjà, il faut être très présent dès l'instruction des projets, c'est-à-dire que la question de l'itinérance doit se poser tout de suite, et la question des cibles doit se poser également tout de suite parce que ça implique bien évidemment une forme et une façon de concevoir le projet qui est souvent rarement pensée en amont, malheureusement pour le moment. Bon, des principes d'éco-conception, comme je vous les ai évoqués, la question de l'immatériel, voilà, pour éviter à la fois l'obsolescence et la déchéance des matériels et des contenus. La question du circuit court, alors ça c'est quelque chose qui n'a pas été tranché, c'est-à-dire jusqu'où on diffuse. Bon, pour l'instant on ne sait pas. Et puis la question de la personne référente dans la structure d'accueil, parce que bien évidemment il faut pouvoir s'appuyer sur des gens qui ont quand même des compétences pour pouvoir accueillir des expositions, et ce n'est pas toujours le cas, et parfois ça nous amène à trancher en défaveur d'une itinérance, parce que tout simplement il n'y a pas les personnes adéquates pour accueillir l'exposition. Il y a des freins, donc bien évidemment la question des subventions comme on l'a évoqué, et la question des compétences des personnels comme je viens de vous le dire. Bon, j'insiste un petit peu juste sur l'international, même si ce n'est pas l'objet de notre présentation, mais bien évidemment l'activité d'exposition itinérante est également déclinée à l'international. Ce que j'ai pu remarquer dans les derniers salons et colloques qui avaient trait aux expositions, au-delà des expositions scientifiques, notamment à l'ICOM, c'est que la marque muséum n'est pas suffisamment connue et reconnue, donc il y a un déficit d'image. Et par ailleurs, la question de l'itinérabilité de nos collections est un vrai souci, sachant que la plupart des expositions itinérantes, même dans d'autres domaines, s'appuient sur un corpus de collections exceptionnelles, et c'est ça qui permet de les rendre attractives. Et nous, on a un petit peu un déficit à ce niveau-là, ce qui quand même nous handicape, on va dire, par rapport à notre rayonnement à l'international. Du coup, l'autre option, justement, pour essayer de passer outre cet handicap, c'est peut-être de se tourner vers la coproduction, c'est-à-dire d'imaginer qu'on ne va pas concevoir une exposition parisienne et l'adapter, mais que peut-être on va essayer de, dès le départ, travailler avec des partenaires, avec des objectifs communs, peut-être à 2 ou à 3. Donc on a essayé de réfléchir à des scénarios divers, comme par exemple ceux que Universcience pouvait pratiquer. Donc on s'appuie un petit peu sur des réflexions qui ont déjà été éprouvées. Pour l'instant c'est encore embryonnaire, mais on a 2 projets pour 2017. Continuer une réflexion avec le musée des Confluences, nous nous y sommes rendus il y a un mois et nous avons commencé à réfléchir éventuellement à la possibilité d'une programmation commune, et également pour 2017 un workshop qui va être programmé à Berlin, notamment avec notre muséum homologue, parce qu'eux également sont intéressés pour travailler avec nous, mais vraiment sur la base d'une coproduction. Et dernière chose, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, un petit focus aussi sur ce qui se passe au Musée de l'Homme. Le Musée de l'Homme a dès le départ parti sur l'idée d'un contenu dématérialisé intégralement, donc il n'y a pas de scénographie qui voyage, et par contre avec une dimension de prestation muséographique quand même assurée par Elsa ici présente, voilà, pour également pouvoir s'adapter aux demandes et aux configurations des lieux d'accueil qui sont pour le coup très divers, et le carnet de commandes du Musée de l'Homme commence à se remplir très très vite ces derniers temps. Voilà, merci beaucoup.